Le thème est bien commencer avec QCAD, dessiner un plan simple en 2D avec QCAD, partie 2. QCAD, comme beaucoup de logiciels, offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils, donc nous sommes obligés de les voir les uns après les autres de manière méthodique. Voilà. Et j'adresse aussi mes remerciements parfois dans mes lives. J'utilise donc des travaux d'élèves. J'ai des élèves qui sont très assidus et qui progressent et surtout qui ont à cœur de progresser et de s'améliorer. Hein. Et je vous encourage tous à être persévérants. Il faut reconnaître qu'il y a les prises en main pour certaines pratiques sont un petit peu difficiles. Je rappelle que vous pouvez toujours m'appeler, toujours envoyer un message et que plutôt que de brasser dans le Facebook de Créacourt, qui devient, comme tous les réseaux sociaux, on va dire, la salle des pleurs, et comme par hasard, ces personnes ne m'appellent pas forcément ou n'osent pas dire qu'elles n'ont pas compris. Donc, si vous n'avez pas compris, un petit message, on se rappelle, je vous explique. D'accord? C'est compris? Allez, maintenant, donc, nous allons revoir les objectifs pour ce live. Donc, présenter le principe et le fonctionnement du logiciel QCAD, construire en plusieurs étapes les réglages et utilisation des outils, des menus et dessiner un premier plan simple, dessiner et coter une forme simple, compléter les renseignements utiles, préparer l'impression, imprimer. Ça va pour vous? C'est OK? Bien, yes, merci, merci Erika. On continue. Alors, comme je vous disais, là, j'ai la liste des étapes, mais je ne vais pas forcément vous la lire telle quelle. Je préfère passer par le visuel que j'ai préparé pour vous. Donc, l'étape 0, il s'agira d'observer et d'analyser le plan à reproduire. Il s'agit d'une pièce. Donc, vous voyez, je mets mon pointeur juste en dessous. Point 0, une pièce que nous connaissons, que nous avons déjà dessinée dans le devoir 5. À maintes occasions, il a été présenté, il est également présenté dans les leçons. Voilà, donc nous reverrons ensemble quelques points particuliers à observer. Ensuite, vérifier les réglages de base irréversibles. Point 1. La partie pour l'étape 2, il s'agira de générer les premiers calques utiles. Pour l'étape 3, on ajustera la règle, qu'on peut appeler aussi repère de mesure, de préférence de mètre en mètre. Et on vérifiera son environnement de travail et on commencera à dessiner. L'étape 4, on vérifiera rapidement l'aperçu avant impression, avant même d'avoir commencé trop en avant son dessin. Étape 5, revenir sur sa feuille de travail et compléter le plan après de construction. C'est bon pour vous? Donc, je passe aux étapes suivantes. On observe qu'il y a 12 étapes. Alors, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vous commente ici. L'étape 6, il s'agira de dessiner en fait les traits de construction, le dessin, on va dire les marques de votre plan. Ensuite, de dessiner en fait la fenêtre. J'ai fait un zoom. J'espère que vous voyez suffisamment bien puisque
les captures ou les photos sont faites sur l'écran noir pour bien comprendre les étapes de travail. Étape 8, dessiner les murs en les contournant. Bon, là, on verra spécifiquement comment il faut faire, en utilisant bien sûr Polyline. L'étape 9, il faudra achever la fenêtre, cacher les traits de construction. L'étape 10, il s'agira de générer un nouveau calque pour, alors quelque chose qu'on oublie souvent, pour les arêtes qui ne sont pas coupées, c'est-à-dire les bordures de fenêtres. Et lorsqu'on règle, écoutez, on approfondira tout à l'heure, mais lorsqu'on règle des murs coupés, c'est vrai qu'ils doivent être en trait épais, alors que les bordures de fenêtres doivent être en trait fin, tout simplement. Ensuite, étape 11, aboutir la cotation, ajouter les titres. Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, donner un titre à leur plan et qui oublient aussi également d'indiquer l'échelle, l'unité utilisée et qui oublient d'indiquer leur nom. Bon, ça, c'est moins grave à partir du moment donné où votre plan est reporté sur un support de présentation. Et puis, ensuite, on revient à l'étape, pour l'étape 12, à l'aperçu avant impression. Et ensuite, il y a l'action d'imprimer. Alors, vous allez, ce sont encore relativement des bases, mais c'est nécessaire d'être très méthodique. Alors, partie 1, nous allons voir les 6 premiers points, les actions de dessin, et préparer son environnement en plusieurs étapes. Alors, je rappelle, nous l'avons vu dans la première partie, la première chose que nous devons faire, c'est paramétrer ces unités. Je rappelle que pour paramétrer ces unités, déjà, il faut réfléchir à quelle unité nous allons dessiner et ensuite coter le plan, soit en centimètres, soit en mètres. En France, on reste encore sur ces valeurs. Au niveau international, c'est vrai que les conventions voudraient que l'on cote en millimètres, mais c'est très difficile à pratiquer à partir du moment où on s'intéresse à des pièces relativement grandes. Et puis surtout, c'est que ce n'est pas dans nos habitudes intellectuellement. Le centimètre et le mètre est beaucoup plus maniable, beaucoup plus praticable. Alors, je rappelle, là, on ne le voit pas sur la photo, mais que pour trouver ces unités de dessin, qu'il fallait passer par édition et préférence de dessin. Ça avait été vu dans la partie 1. Oui, j'aurais pu le rajouter. Alors, en fait, les 2 planches que l'on vient de voir, ce sont plutôt des planches qui sont un résidu de la présentation. Je les ai laissées volontairement, mais nous allons y revenir de toute façon. Là, en fait, on revient donc à l'étape 0. Alors, les étapes qu'on vient de voir précédemment étaient celles de la partie 1 sur Q4. Là, on revient à notre étape 0 de cette présentation-là. Il s'agit d'analyser le plan à reproduire. Alors, très important, ce plan est un plan simple. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'il a une forme simple de rectangle, mais qu'il a autour des murs. Donc, je rappelle que lorsqu'on représente un plan, traditionnellement, on représente les murs et les cloisons autour. C'est comme à la main, c'est comme en dessin à la main ou avec des instruments utilisés à la main, ce qu'on appelle à la planche à dessin. Voici les croquis qui nous avaient été donnés au départ, à main levée. Il faut bien observer que dans la leçon 12, ce croquis de dessin représentait une fenêtre. Donc, même si on ne le voit pas cette fois-ci tout de suite, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête
peut-être dans une prochaine présentation, on regardera pour approfondir le tracé de la fenêtre. Ensuite, nous avons le tracé de la porte, très important, le tracé de la porte à observer. Nous y reviendrons au moment de le faire, au moment de tracer cette porte, mais on observe déjà qu'il faut qu'il y ait les parties fixes par des petits carrés qui soient représentés et l'ouvrant de la porte qui s'ouvre perpendiculairement au mur avec un arc de cercle qui virtuellement représente le balayage de la porte et cela signifie qu'il ne faut rien laisser dans cette partie, sinon la porte ne s'ouvrira. Donc pas de mobilier, pas de rien qui accroche. Et il s'agit d'un quart de rond parfait. La porte est comme un compas. Quand elle balaye et qu'elle s'ouvre à 90 degrés, donc elle dessine un quart de rond, un quart de cercle parfait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans sa tête. Ça va? Vous comprenez? C'est bon pour l'analyse. On passe à la suite. Voilà, alors là, je reviens de manière un petit peu plus dense que ces deux planches que j'avais laissées pour mémoire et on revient dessus. Donc, première chose, les réglages de base. Choisir ces unités de dessin, l'unité de la feuille, je ne vais pas donc y revenir. On passe par édition et préférence de dessin, rappelez-vous. L'étape 2. Puisque vous avez déjà quelques pratiques et des connaissances de base pour ceux qui ont vu la partie 1, il s'agit de générer les premiers calques utiles et incontournables pour la réalisation du dessin. De toute façon, je reviendrai quand même à une présentation pour ceux qui auront le temps de rester avec moi sur la manière de générer ces premiers calques. Ensuite, étape 3, petit 1, ajuster la règle de mètre en mètre à partir du moment où on a décidé de coter en mètre et de dessiner en mètre. J'en profite au passage, je rappelle que sur le principe, on dessine, c'est comme si on allait dessiner à l'échelle 1, grandeur nature. Voici la règle cette fois-ci qui est ajustée de mètre en mètre. Pour cela, je scrolle pour ajuster la règle et les deux règles ou repères. Donc, scroller, je rappelle, hein, c'est bouger, actionner la molette de la souris. Étape 3 sur 3, nous devons dessiner la forme de base. Je dessine un rectangle. Alors, nous y reviendrons un petit peu plus loin. Là, je ne suis pas passée comme pour la première présentation avec polyligne. Je dessine, je passe par le menu dessiner forme rectangle. Et mauvaise surprise, on voit que le fond de ce rectangle est complètement coloré, ce qui n'est pas forcément très, comment dire, qui ne va pas nous permettre de dessiner le plan. Nous verrons plus loin comment enlever le fond de la couleur, le fond de ce plan, ce premier dessin de ce premier rectangle. Ensuite, étape 3, 4, générer une première cotation. Là, en fait, toutes ces étapes 3 permettent de vérifier si je peux dessiner correctement et coter correctement. Là, je peux voir que ma cotation est surdimensionnée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est l'inverse. Elle peut être au contraire toute petite. Je dessine un rectangle, donc toujours pareil, menu, dessiner, forme, rectangle. Donc là, j'aurais dû en même temps préciser que pour une première cotation, je choisis l'outil cotation et aligner.
en même temps, tout de suite. Donc, tout ça, c'est les pré-réglages dès le début, avant de dessiner, avant d'aller plus loin. C'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de vérifier. C'est ce que j'appelle vérifier son environnement. Quand je suis là, je vérifie mon aperçu avant impression. Donc, vous voyez à droite, je passe en mode aperçu avant impression. J'utilise autocentre. Nous l'avions vu la dernière fois. Je choisis à ce moment-là l'échelle adaptée. Pour une petite pièce, le 50e va très bien. Je transforme éventuellement le format de ma feuille en passant par le raccourci, vous voyez le marteau et la clé à molette. Donc j'en profite pour vérifier la mise en page. Il y a des outils qui peuvent être utiles. C'est la petite main. Lorsque vous avez mis les titres, vous verrez ultérieurement, mais comme vous allez rajouter votre nom et éventuellement le nom du devoir, de manière pas forcément centrée, l'autocentre a tendance à centrer tout l'ensemble de ce que vous avez porté sur votre feuille. Donc, avec la petite main, qui est juste au-dessus de mon pointeur, là, j'ai la croix, elle est là, cela permet de réajuster votre plan. Votre feuille par rapport à votre plan, c'est vous qui centrez vous-même. Voilà. Maintenant, je reviens à mon rectangle. Dessiner la forme de masse en contour et mon idée, c'est dans l'étape 5 de revenir à la feuille de travail. Alors, là, j'étais en aperçu avant impression. Vous savez que pour revenir sur son espace de travail, il faut revenir, ça nous l'avions vu, hein, l'aperçu avant impression, c'est en cliquant, donc avec la souris, sur, pour l'instant je ne vous parle pas des raccourcis clavier, il faut cliquer sur l'imprimante, le dessin, l'icône qui montre une imprimante avec une loupe devant. Cela vous permet d'aller et venir de votre aperçu avant impression et revenir à votre espace de travail. Sur cette partie qui est à droite, on voit une sorte de rectangle foncé en dessous d'accrochage. Lorsque des fois il y a des blocages qui se font, cela permet de revenir aussi à votre espace de travail. Donc là, on va revenir sur cette feuille de travail et nous allons continuer le dessin. Nous verrons plus tard les différentes étapes. Et bien sûr, donc, il y aura à dessiner la porte, il y aurait besoin d'un focus et une analyse d'une porte, nous le voyons. Alors, rappelez, le dormant sont les parties fixes qui viennent en buter contre le passage de la porte. Le battant de porte, et je le répète, la trajectoire de la porte, le balayage de l'extrémité de la porte, qui doit être un quart de cercle parfait. Il faudra juste apprendre à bien le faire. Alors, pour dessiner une porte, vous prendrez de préférence et j'essaierai de voir pour, à l'occasion d'un live, vous faire éventuellement une présentation en direct sur QCAD, sur les manipulations, sur la manipulation ou de vous proposer un enregistrement. Mais l'idée, c'est plutôt de choisir, donc, dans dessin, l'arc et centre rayon angle, la première ligne. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait dans le bon ordre, c'est sur la première ligne, centre rayon angle. Et nous verrons à l'occasion d'un prochain live pour approfondir le dessin de la porte et de tout ce qui est un petit peu effet particulier de modification. Donc, il va falloir aboutir la cotation et ajouter des titres.
l'étape 11 et l'étape 12, revenir à l'aperçu avant impression pour imprimer. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous n'avez pas de questions? Alors, donc, mon aperçu avant impression, je vous montre, voilà, il y a quelques petites vues qui, entre autres, vient vous préciser. C'est comme avec le traitement de texte. C'est en passant par fichier que vous trouverez imprimé. Et vous pourrez imprimer pour tester avec une imprimante si vous en avez une. Mais souvent, on imprime en PDF également. Même souvent en PDF actuellement pendant notre formation, puisque souvent ce PDF, ensuite, on vient le placer dans notre support de présentation, nos PowerPoint. Si vous n'y arrivez pas, je rappelle qu'on peut transformer également un PDF via I Love PDF. On peut transformer un PDF en image JPEG qui se colle plus facilement. Ça, c'est surtout le cas sur les feuilles Word. C'est vrai que les PowerPoint ont le mérite de pouvoir accepter le collage d'un PDF. Alors là, donc vous avez vu les étapes. Maintenant, on va élaborer les réglages plus finement. Revenir à réfléchir à son échelle et à ses unités. Alors, il y a à la fois un peu de révision et des choses nouvelles. Je rappelle que c'est en passant par édition, préférence de dessin. Pour certains logiciels plus récents, ça s'appelle préférence d'application. Et puis, ensuite, je choisis, j'ai la possibilité de filtrer dans mes préférences d'application la valeur par défaut pour les nouveaux dessins. Donc, c'est quelque chose, c'est un réglage, je le rappelle. Vous voyez le petit encadré rouge qui est ici. Il faut le faire avant de commencer un dessin, sinon il n'est pas possible de revenir dessus. On ne peut pas changer en cours de route. L'unité de dessin, choisir le mètre et le centimètre. Le mètre pour l'unité de dessin, c'est-à-dire de vos tracés et de vos cotations. L'unité de papier permettra certains de réglages par rapport à votre dessin, comme l'épaisseur des lignes que vous allez tracer. Voilà un petit zoom sur les unités choisies. Et maintenant encore, élaborer les réglages pour son premier dessin. Alors bien sûr, à chaque fois, plein de questions. Que regarder en premier, questionnement, dans quel ordre. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, qu'il faut avoir en tête la possibilité donc d'être organisé et de se donner une méthode. D'abord les réglages. Réglage de la règle maintenant, vous voyez là, quand on regarde la règle, alors ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui commencent sur QCAN ne pensent pas du tout. Elle a une règle et elle s'en sert comme elle vient. Elle se sert des carreaux et elle ne sait pas très bien finalement tout ce qui est écrit avec les numéros, comment le faire, comment s'en servir. Donc bien sûr, on s'aperçoit qu'en scrollant, on peut avoir un petit peu plus de précision. Mais avant tout ça, avant tout, changer les valeurs de la règle en scrollant. On en a déjà reparlé. Hein, c'était de mettre en mètre, on l'a vu précédemment. Alors, comme pour mon traitement de texte, j'ai plusieurs barres d'outils. Nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez celle des menus, qui offrent des menus déroulants pour fichiers, édition, affichage, sélectionner, dessin, cotation. J'espère que vous voyez bien quand même. C'est un petit peu pâle. Info, calque, bloc, fenêtre, divers. Bon.
Je ne vais pas vous faire une liste des contenus de chacun de ces menus, c'est en pratiquant que vous les découvrirez. Soyons bien clairs avec ça, sinon vous ne vous souviendrez pas. C'est juste pas possible tellement il y a de possibilités et sachant que dans les menus, il y a des outils qu'on utilise beaucoup plus souvent. Dessous la liste des menus déroulants, vous avez des icônes. Ce sont en fait des fonctionnalités, comme pour le traitement de texte, qui sont tout simplement des raccourcis et épinglés par défaut. Voilà. Alors j'en profite quand même pour commenter un petit peu plus. J'avais fait des captures et mais c'était pas possible de tout mettre à la fois. Je le remettrai dans d'autres lives éventuellement. Les flèches avant, en arrière, vous les connaissez bien, vous avez les mêmes dans le traitement de texte. Lorsque vous regardez les petites disquettes, il s'agit d'enregistrer et d'enregistrer sous. Vous pouvez le faire en passant par fichier. Il faudra, dès qu'on l'abordera un petit peu plus loin, je crois, si je me souviens bien, puisque c'est moi qui prépare mes présentations, mais donc n'oubliez pas votre premier dessin, votre premier rectangle que vous avez commencé de tracer, eh bien, ce sera une des premières choses, ce sera de penser de donner un nom à son calque. Sinon, c'est un nom par défaut, titre 1, titre 2, des choses comme ça. Vous avez des raccourcis pour les accrochages, la grille libre, pour couper, coller. Après, des fois, pour débuter, c'est aussi bien de passer par menu. Ah, on revient à l'ajustage de la règle de mètre en mètre. On vérifie son environnement de travail. Donc là, elle est de 10 en 10, ça ne nous convient pas du tout. Ah, là, un petit peu plus gros. Ah, la voilà, de mètre en mètre. Donc, j'ai fait une présentation un petit peu plus approfondie. Ces règles, il ne faut pas les perdre, puisque en dessinant, nous allons nous en servir comme instrument de mesure. Alors, bien sûr, hein, là, il n'y a pas de règle de Kutch, mais ce n'est pas la peine, puisque nous dessinons comme si c'était à l'échelle 1. C'est-à-dire, votre pièce qui va faire 3 mètres par 4 mètres, dans votre dessin, eh bien, vous devrez le lire sur votre règle. Une petite petit focus là, particulier sur le point 0, qu'on essaye de garder toujours assez proche de notre dessin. Ça peut être même l'angle de notre pièce. Maintenant qu'on a fait les premiers réglages, on va se soucier de commencer à utiliser nos outils de dessin. On va utiliser pour dessiner, c'est ce qu'on avait fait dans la première partie, polyligne. Et ensuite, vous cliquerez dessiner polyligne. En même temps, donc là, cela vous montre bien le principe des menus déroulants de chacun de ces menus qui sont à droite et à gauche. Celui du dessin est un menu qui reviendra souvent. Après, nous verrons ultérieurement, plus tard, qu'on peut donc les épingler sur le côté à gauche. Il faut bien les repérer, bien repérer leur symbole. D'ailleurs, leur symbole, il est indiqué dans le menu, à gauche le symbole, à droite le raccourci clavier. Le raccourci clavier, commencez d'en apprendre quelques-uns. Commencez de retenir, par exemple, celui pour dessiner avec une polyligne, c'est juste PL. Et il suffira de taper sur votre clavier PL et vous actionnerez la possibilité de dessiner avec polyligne. Après, pour les autres, on va dire, possibilités de dessin, les cercles, les arcs, les formes, avec des formes rectangulaires, des polygones, vous aurez d'autres lettres raccourcies clavier. Donc, je rappelle, j'ai des menus déroulants.
Voilà. Qui permettent des réglages, des paramétrages, des outils et donnent des outils pour dessiner. Et bien plus, vous verrez à l'occasion. Donc, je remontre ce qu'on peut faire avec une polyligne, hein, des lignes brisées qui s'enchaînent comme un chewing-gum, mais en ligne brisée. Alors, tant qu'on n'a pas cliqué une deuxième fois, la dernière ligne, elle est mobile. Ceux qui ont déjà utilisé ont l'habitude. Donc, on va passer certaines choses qui viennent en doublon. Alors, maintenant, justement, nous avons vu avec polyligne, mais maintenant, nous allons voir comment dessiner notre rectangle rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai utilisé menu, dessin, forme et rectangle. Le problème, c'est que ce rectangle était rempli. Effectivement, quand on regardez dans l'ovale précisément la barre d'outils, enfin la barre d'outils, la barre de renseignement, plus exactement de ce rectangle, on voit que remplissage est coché. Pour que votre rectangle ne soit plus rouge, rempli de rouge, il faut tout simplement décocher. Et ici, largeur, hauteur, angle, vous pouvez directement mettre les informations concernant la taille du rectangle que vous voulez dessiner. Voici la présentation au travers des menus. Est-ce que vous la voyez bien? Dessin, forme, rectangle. Sachez que rectangle, ce n'est pas quelque chose qu'on utilisera couramment parce que dans les pièces que vous aurez aménagées, à part les tables et éventuellement les pièces rectangulaires, on n'est pas toujours très à l'aise, on est vite limité. Ce qui est intéressant, ça reste quand même polyligne. La transformation, en ayant supprimé la coche remplissage de mon rectangle qui devient vide. Bon, vous ne voyez peut-être pas très bien, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Et à partir de là, je commence de dessiner mes cloisons, mes murs. Et là, vous pourrez utiliser polyligne pour même ligne, ou vous pouvez aussi utiliser ligne que vous trouvez dans votre menu. À partir du moment où vous commencez donc à dessiner et à terminer le plan en trait de construction, vous avez le rectangle de base et ensuite vous rajoutez les lignes qui vous manquent. Mais c'est un dessin de construction, donc vous pouvez le faire comme on fera un dessin à main levée, bout par bout, ligne par ligne. Ça sert à ça, les traits de construction. Alors maintenant, je vais vous présenter également des petites astuces quand vous êtes en train de dessiner avec une ligne polyligne. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer. Vous voyez, je suis en train de dessiner ici une ligne que je souhaiterais. On voit qu'elle part en hauteur, mais cette ligne est destinée en fait à être une cloison et à partir vers le bas verticalement. Et donc, je peux choisir d'avoir des accrochages automatiques avec la grille, soit libre, soit l'accrochage de la grille. Et sachez que quand vous êtes en train de dessiner, vous pouvez aller sélectionner le menu et choisir une des fonctionnalités. Et ce qui m'intéresse, est-ce que vous le voyez bien, c'est que je peux choisir de restreindre orthogonalement. Quand vous aurez l'habitude, plus tard, vous n'aurez qu'à taper sur votre clavier EO pendant que vous dessinez votre ligne que vous voulez qui s'oriente à la verticale de manière très stricte et très précise.
Cette ligne que je veux à la verticale, bon, je ne vous l'ai pas montrée ici, mais bien sûr, ça veut dire que je me suis servi de ma règle pour la positionner par rapport au rectangle qui, lui, était accroché à partir de l'axe 0. Ça veut dire que je pars dans les négatifs. Je rappelle que l'épaisseur de la cloison faisait 0,07, soit 7 cm, et que je me décale vers la gauche de 7 petits points. Donc, quand on a déjà un petit peu dessiné avec les plans, je pense que cela vous paraîtra assez évident. Après, il y a quelque chose, c'est que une fois que vous avez tracé votre ligne et que vous voulez repartir, alors vous savez que pour tracer la ligne, on l'avait vu en première partie, je le rappelle, on clique, on oriente sa ligne, on doit lui donner une extrémité, on procède à un deuxième clic et qu'il y ait une nouvelle ligne qui se génère et pour la libérer, cette ligne dont on ne voudra plus, puisqu'on veut terminer cette première ligne et ne pas continuer, il faut faire un troisième clic droit. Ça vous va? Hein? Vous aurez plus qu'à expérimenter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, voici ensuite mon mur de gauche justement qui est dessiné. Enfin, c'est une cloison plus exactement. Je rappelle qu'on appelle mur quand ils sont porteurs et que leur épaisseur dépasse les 20 cm. Là, c'est sûrement un bâtiment ancien puisque le mur fait 40. Les cloisons 7, c'est convenable. Là, je vais vous parler d'un petit incident. Donc, je commence un dessin et qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis trompée. Je me suis trompée dans le dessin. Pourquoi je me suis trompée dans le dessin? C'est que si je compte mes centimètres ici, je m'aperçois que je ne suis pas à 7 comme il aurait fallu. Vous voyez avec la règle qui est là, l'extrémité de ma pièce à 3 mètres et j'étais déjà à 3,10 m ici. Un petit peu en dessous, donc en fait, j'ai 8 cm au lieu de 7. Qu'à cela ne tienne, donc un petit clin d'œil, zut, je me suis trompée. Nous allons voir comment faire pour supprimer cette ligne. Bien sûr, on pourrait revenir en arrière, mais dans certains cas, on ne peut pas parce qu'on a fait d'autres choses, on s'est aperçu de son erreur trop tard, et si on revenait en arrière, on supprimait d'autres choses qu'on voudrait garder. Dans ce cas-là, il faudra que vous passiez par dans le menu sélectionner. Et il faudra sélectionner le contour. Cette ligne sert aussi à désélectionner. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir dans sa tête par cœur petit à petit. TC. Dès qu'on touche une ligne et qu'on a tapé sur son clavier TC, on touche la ligne, elle est sélectionnée. Ça veut dire qu'elle est active, elle devient active. Et il y a des petites poignées, on appelle ça des petites poignées carrées, qui se mettent à chaque angle. Je rappelle, utiliser donc dans le menu, sélectionner, désélectionner, contour. Après, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez tout sélectionner un dessin. Vous pouvez sélectionner en balayant avec une zone rectangulaire. Vous pourrez tester, mais je ne vais pas le présenter là parce que ça serait un petit peu lourd. Donc, je commence par juste présenter la sélection du contour juste quand on touche avec sa souris une ligne. Donc, avec le raccourci clavier, on tape juste TC, on touche la ligne et voilà. Ou plutôt, on touche la ligne et vous faites TC.
Ah, j'ai un problème avec ma souris, je suis désolée, ça a du mal à passer. Elle est fatiguée. Et quand j'ai sélectionné cette ligne, qu'elle est active avec ses petites poignées apparentes, il suffit sur mon clavier de taper sur Sup ou alors avec le clavier, vous avez les mêmes raccourcis clavier que le traitement de texte. Pour débuter, moi, je vous conseille d'utiliser votre souris, le menu, les touches de votre clavier Sup, les raccourcis clavier, gardez-les plutôt pour désigner certaines actions, comme polyligne, PL, sélectionner contour, TC, restreindre verticalement, OC. Il faut en apprendre 2, 3, puis après vous en apprendrez 5, puis après vous en apprendrez. C'est en faisant que vous les apprendrez. Maintenant, je vais commencer de dessiner les tableaux de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que les tableaux? Je le rappelle, c'est les joues latérales, l'ouverture dans un mur d'une baie, qui est le trou dans lequel on viendra placer la fenêtre. Donc, il s'agit d'une petite ligne verticale que j'ai fait par dessin, menu, dessin, polyligne, ou tout simplement parce que je commence d'avoir l'habitude et je la dessine verticalement. Je peux éventuellement même restreindre la verticalité avec O, E, O. Il y a quelque chose de particulier que je vais faire, c'est que les tableaux par rapport à mon axe que vous voyez qui dépasse, que j'ai tracé dès le départ de la construction de, de mon mur porteur, j'ai tracé le milieu, je l'ai fait juste en mesurant, hein, il y a 1,50 m en regardant la règle. Par contre, pour dessiner la joue latérale gauche du tableau de ma fenêtre, j'ai eu besoin de faire un petit calcul parce que, rappelez-vous, la fenêtre fait 1,30 m, de chaque côté, il y a 0,85 m. Pour aller de l'autre côté, je n'ai pas envie de faire le calcul. J'ai une solution, c'est d'utiliser la symétrie par rapport à l'axe de ma fenêtre. Alors, la première chose que j'ai à faire, bien sûr, c'est de sélectionner le contour, comme on a appris précédemment. Vous voyez qu'il y a des petites poignées qui se placent. Ensuite, je vais chercher dans le menu modifier symétrie. Oh, oh. Est-ce que vous le voyez? Il n'a pas été mieux affiché. Eh bien, on va le mettre au premier plan et on va l'agrandir. Vous le voyez bien, modifier symétrie. Petit à petit, MI, c'est facile à se rappeler pour une moitié, MI sur le clavier. Mais au départ, si vous ne vous souvenez pas, vous aurez toujours la possibilité de rechercher les raccourcis dans le menu et même d'actionner avec votre souris en cliquant sur la ligne symétrie. Donc, à partir du moment où vous avez sélectionné votre ligne, je le rappelle, sélectionnez votre ligne, vous avez appuyé sur sélectionner avec votre souris, clic gauche, symétrie. Vous allez devoir, alors c'est quelque chose que là on ne voit pas bien, mais qu'on verra mieux dans la vue suivante, vous aurez à choisir l'endroit de votre axe de symétrie. Donc, je vous rappelle, un axe de symétrie est un axe qui est comme un miroir, donnera finalement le repère pour avoir le même dessin en opposition. Alors, l'axe de symétrie, dans ce cas-là, il est perpendiculaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, il est bien perpendiculaire pour avoir exactement le long du mur l'autre partie en tableau. Alors, vous allez me dire tout ça pour ça. Si je prends le temps de vous l'expliquer, c'est que vous aurez l'occasion de l'utiliser pour d'autres occasions.
Donc, vous allez pointer avec votre souris le point haut de l'axe de symétrie et vous referez une même chose en bas. Ou alors, vous choisissez aussi de rappeler une orientation verticale, EO, ou alors vous allez chercher l'accrochage avec votre souris. Il y a les deux possibilités. Ou bien vous vous servez du magnétisme de l'accrochage de votre grille. Tout est possible selon votre dextérité. À partir du moment donné où vous avez fait les deux points, vous avez tracé les deux points, l'axe commence de se profiler. Et ensuite, vous voyez de l'autre côté l'autre partie en tableau de l'ouverture de votre fenêtre qui est déjà présent. Par contre, si vous bougez, tout va bouger. Il faut cliquer un point, deux points pour que tout se fige et que vous ayez définitivement votre deuxième partie en tableau de votre fenêtre. Ne pas oublier que lorsque vous aurez cliqué en haut, en bas, vous avez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. N'oubliez pas de vérifier que vous gardez bien l'original. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Est-ce que c'est toujours clair pour vous? Est-ce que vous me suivez? Oui, ça va? On continue. Maintenant, on va commencer de travailler à placer les cotations dans ce rectangle. Donc là, je reviens à un rectangle de base. Il se trouve que selon les vues, vous aurez peut-être des plans différents avec des cotations différentes. Là, je reviens sur la cotation, première cotation d'essai qu'on avait fait en première partie, qui est qu'on choisit le menu cotation aligné. Je pointe sur le bord de ma paroi à gauche et je vais sur la paroi à droite. C'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut tester. Je procède à un deuxième clic. On voit ensuite que la cotation va se mettre à bouger et un troisième clic permettra de positionner réellement la hauteur, à quel niveau du rectangle je veux ma cotation. Voilà, c'est moi qui décide. Dans ce cas-là, c'est un autre essai, une autre tentative pour la positionner à l'extérieur du rectangle. Donc voici un rappel de ce que peut rendre un plan complet. Là, c'était le plan d'une de mes élèves qui se reconnaîtra peut-être, qui présentait certaines qualités, mais aussi certains inconvénients. Et justement, l'idée, c'était de lui demander, avec les paramètres de cotation, de pouvoir modifier, entre autres, les lignes d'attache des lignes de code qui sont beaucoup trop longues dans le sens où ces lignes d'attache touchent le plan. Lorsqu'on met un plan au propre, ce qu'on appelle faire une mise au net, pour des plans qui sont soit faits à l'encre, mais de manière extrêmement raffinée, à la perfection, que ce soit presque l'équivalent de plans faits avec un logiciel. Lorsqu'on met des plans comme ça au net, il faut prévoir de ne plus faire toucher les lignes d'attache au plan pour éviter les confusions pour une meilleure lecture, sachant que le réglage des murs épais n'est pas toujours au point, il n'est pas toujours bien fait par tout le monde et des fois cela amène des grandes confusions. Donc voilà pour ce plan qui présentait d'autres défauts qui sont bien embêtants. Donc je me permets de faire un zoom pour que vous voyez mieux. C'est au niveau des portes. Alors là, j'ai tiré l'image pour essayer de vous l'agrandir. C'est au niveau des portes. Il se trouve que normalement, le passage d'une porte est vide. On ne voit pas de barre qui matérialise un seuil. Voilà.
Donc, vous ferez bien attention, ce plan qui finalement est quand même bien fait puisqu'il est juste, premier challenge, il est aux bonnes mesures, avec des mesures en mètres, donc était bien programmé. Il y a juste le dessin des portes qui serait à reprendre et les lignes d'attache trop longues. Maintenant, on va passer à... Donc, on va passer, on va dire, d'un point de vue plus pratico-pratique, au réglage des paramètres de cotation. C'est-à-dire que j'ai voulu quand même ne pas passer trop vite sur ce fameux encart. Nous l'avons vu précédemment en entier, mais on ne le voit pas très bien. Donc là, je le saucissonne, je le découpe. Je le découpe pour voir déjà la partie haute. Vous voyez, cotation, paramètres de cotation. Souvent, la première chose dans sa cotation, on réalise quelques cotations et on se rend compte que, par exemple, les écritures sont soit trop grosses, soit trop petites. Ce qu'on appelle les valeurs numériques de la cotation ne sont pas au point. Donc, on va les régler. Alors, soit vous gardez les proportions, vous réglez la hauteur du texte de vos mesures et le reste va se caler proportionnellement. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez ligne par ligne faire vos propres réglages pour également les extensions de la ligne d'attache, le décalage de la ligne d'attache, justement le décalage du plan, c'est la troisième ligne. On ne voit pas très bien parce que c'est en gris un petit peu pâle. Et puis aussi l'espacement de la ligne de code, c'est-à-dire son espacement par rapport à la ligne elle-même, c'est-à-dire la valeur numérique par rapport à la ligne, vous pouvez régler l'espacement. Les tailles des flèches, tout ça, si vous voulez jouer de manière plus personnelle, il faut décocher, garder les proportions, tout simplement. Je ne vous cache pas qu'au départ, il faut faire plusieurs tentatives, plusieurs essais. Il faut y aller pas à pas. Après, à force de faire des plans, vous aurez vos repères et ce sera beaucoup plus pratique et efficace. Au milieu, vous avez une indication sur le facteur d'échelle. Vous le laissez à 1 pour l'instant. Vous ne touchez pas à ce niveau-là l'échelle. Je trouve qu'il est préférable de régler l'échelle au moment de l'aperçu avant impression. Ensuite, vous pouvez choisir pour marquer les limites de vos cotes, les flèches ou ce qu'on appelle la graduation architecturale, qui est en fait un trait en travers. Je regrette qu'il n'y ait pas une troisième option puisque les architectes ont beaucoup utilisé durant des générations, des années et des années, ont utilisé un point pour la séparation et l'indication de séparation des cotations. Donc, on va faire un lien que l'on donne. Troisième partie du tableau des paramètres de cotation pour régler vos cotations. Très, très important. Bien sûr, vous gardez le format décimal, mais vous avez besoin de choisir la précision. Si vous êtes en mètres, la précision sera de 2 chiffres après la virgule, en fait. Donc, vous choisissez, vous avez une flèche qui vous donne un menu déroulant et vous choisissez 2 chiffres derrière la virgule. Et bien sûr, afficher les zéros de fin. Il faut absolument cocher, afficher les zéros de fin. Si vous étiez en cotation en centimètres, il n'y aurait pas de nombre derrière la virgule, sauf exceptionnellement les millimètres et encore. Donc, dans ce cas, vous changeriez, vous auriez à mettre la précision à 0. Ensuite, c'est pareil, si vous étiez coté en centimètres, vous n'auriez pas à afficher les zéros de fin. Je rappelle quand même que le mètre est recommandé et que ce que je vous présente finalement est ce qui est le plus, on va dire, courant et le plus pratique, aussi bien à mettre en place qu'à la lecture.
Comme vous êtes amené ensuite à faire des plans qui vont comporter plusieurs pièces et des fois qui comportent une maison entière, c'est beaucoup plus facile à lire en mètres quand vous avez des grandes pièces qui font, admettons, 7 mètres, 7 mètres 50, que de lire 750. On est beaucoup plus habitué sur le terrain à parler en mètres. Le centimètre, on le réserve plutôt pour les mesures du mobilier ou les dessins de détail pour l'agencement de mobilier intégré. Alors, ensuite, nous allons commencer de préparer l'impression. Donc, on passe par ce qu'on appelle l'aperçu avant impression. La fonction pour changer votre fond de travail qui est donc noir en aperçu avant impression pour un fond blanc et le petit symbole d'une imprimante avec une loupe devant. Je vous ai fait une capture du ruban, on va dire, de la barre d'outils. Et puis, j'ai pris en photo également pour avoir un autre aperçu, une inclinaison qui donne un petit peu plus de relief. Donc, vous actionnez en fait, quand vous êtes sur votre espace de travail, vous actionnez cette icône de l'imprimante avec la loupe. Et ce que vous voyez en bas, finalement, c'est ce qui va vous apparaître. Et vous retrouvez à gauche l'aperçu avant impression et vous avez une nouvelle barre d'outils qui n'était pas là auparavant, avec une croix dans un carré rouge, une imprimante, PDF, échelle, une petite main, une feuille, enfin ce qui semble symboliser une succession de feuilles. Et nous allons voir dans le détail ce qui pourrait nous être utile. Alors, bien sûr, première chose, c'est à ce moment-là qu'on va déjà choisir son échelle. Si c'est un plan qui n'est pas trop grand, avec l'échelle au 50e, globalement, on présente des plans au 50e, donc ça serait bien que le plan au 50e, à l'échelle au 50e, tienne sur une feuille. Maintenant, nous allons voir comment arriver à opérer ces réglages. Alors, en même temps que vous choisissez l'échelle, vous commandez, on va dire 3 icônes plus loin, le dessin autocentre. Voilà, commandez autocentre. Vous appuyez dessus, toujours gauche avec la souris. Et vous voyez dans ma mise en page, vous voyez la feuille qui apparaît avec le dessin. Là, c'est un coup de chance. Le dessin tient dans la feuille. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le dessin est trop grand et dépasse de la feuille. Faites bien attention de ne pas laisser non plus des dessins parasites sur les côtés parce qu'ils pourraient être bien pris en compte, on va dire, pour la mise en page. Pareil, quand vous écrirez vos titres, il faudra le prendre en compte. Après, vous avez bien sûr une autre solution. C'est-à-dire que vous voyez la photo qui est sur le côté. À côté de l'échelle au 50e, vous avez une main sur une feuille. Vous avez toujours la possibilité, avec la petite main, de saisir la feuille qui est derrière votre dessin et de la placer, de l'ajuster, on va dire, à votre gré, si vous trouvez que l'ajustement automatique n'est pas satisfaisant. Alors, dans le cas où la page ne serait pas adéquate d'un point de vue taille pour une échelle au 50e, vous pouvez choisir votre feuille. Vous pouvez choisir votre feuille en passant par les préférences de dessin, toujours dans Éditer, Édition, je me trompe toujours. Rappelez-vous bien, côté de fichier, c'est Édition.
C'est la barre d'outils qui est en haut. Fichier, édition, affichage, sélectionner, dessin, cotation. Donc, dans édition, vous allez rechercher des préférences de dessin et vous choisirez ce qu'on appelle des filtres dans vos préférences. Et notamment, vous pourrez, sur la rubrique impression, actionner page et choisir le format de la page. Vous pouvez, si la feuille n'est pas assez grande, par exemple, choisir le format A3 au lieu d'une feuille A4. Vous pouvez également choisir l'orientation. Bien sûr, il y a aussi également des raccourcis. Par exemple, vous voyez à côté de l'échelle, vous avez l'orientation des feuilles qui sont proposées en raccourci et la sélection des couleurs. Et si vous voulez aussi, par le raccourci, choisir le format de la feuille, vous pouvez passer par le marteau et la clé à molette. Alors, ensuite, cette feuille ne rajoute pas grand-chose, si ce n'est pour vous rappeler que c'est ce que j'ai écrit tout en bas. Souvent, pour arriver à obtenir des réglages satisfaisants entre le dessin, la feuille, les formats, il y a des opérations de va-et-vient entre l'interface de travail et l'aperçu avant impression. C'est-à-dire que là, vous êtes juste en mode réglage aperçu avant impression. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous avez oublié d'écrire votre nom, de mettre un titre, d'indiquer l'échelle. Je rappelle qu'on n'écrit jamais les unités sur les lignes de cotation et que l'unité, on va l'indiquer dans un cartouche au même titre que l'échelle. Le cartouche, il peut être à la manière des techniciens, on va dire, du monde de l'industrie, dans des encadrés. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien écrire un titre, genre, si c'est par exemple un plan d'habitation, appartement, T2, telle surface, échelle 1/50e, centimètres. Et puis ensuite, vous pouvez mettre le nom du concepteur, du dessinateur. Après, vous rajoutez ce que vous voulez en dessous de votre plan. Alors, une fois qu'on a fait les aperçus avant impression, on s'aperçoit souvent que les murs ne sont pas assez épais. Donc, on revient en même temps vérifier ces calques. On va vérifier les épaisseurs des traits pour chacun des calques et puis aussi les épaisseurs des cloisons. Et c'est là que vous allez en fait réouvrir grâce au petit crayon et en sélectionnant les lignes que vous voulez modifier. En général, c'est la ligne qui concerne les murs et les cloisons. Comme vous avez deux calques différents, vous le ferez à tour de rôle. Alors là, c'est un petit zoom. Là, je fais une sorte de focus sur un rappel de réglage des calques et de création des calques. Pour créer ces calques, il suffit d'appuyer sur plus. Il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et vous pouvez donner un nom, choisir une couleur et une épaisseur de trait. Le petit crayon vous permet, lorsque vous voulez ultérieurement, une fois que les calques sont générés, lorsque vous voulez revenir pour des modifications, quand vous sélectionnez un calque, cela vous permet de le réouvrir. En général, il faut déverrouiller le cadenas. Alors là, vous avez une fenêtre qui vous montre, on va dire, la liste des calques. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la liste des blocs. Je vais me contenter de rester sur la liste des calques. Il s'avère que j'ai une version là de QCAD qui est plus ancienne et qui n'affiche pas la couleur des calques sur ce petit tableau. Il y a juste un œil et un cadenas. Donc l'idée est toujours qu'avant d'agir sur un calque, il faut le déverrouiller et surligner la ligne. Alors,
pour préparer ces calques, bien sûr, il faudra aussi réfléchir à choisir, à chaque fois que vous préparez un nouveau calque, il faut réfléchir à la couleur des lignes. C'est vrai qu'après, on prend des habitudes. Moi, j'ai les miennes. Je ne vous cache pas que les miennes, c'est les murs en bleu. Sur le tableau, c'est écrit bleu tout seul. Que bien sûr, les traits de construction sont toujours en rouge, mais ça, c'est assez universel. Les cotations sont en cyan. On commence par créer déjà ces 3 calques avec ces 3 couleurs. Le mobilier, souvent, on le fait de la couleur du bois, orange, même si vous placez du mobilier blanc, bien sûr. C'est un petit peu des codes traditionnels. La végétation restera verte. Et les fenêtres et les portes sont souvent dans la couleur magenta. Après, vous choisirez vos propres couleurs. Le tout, c'est que les couleurs soient plutôt vives et que vous puissiez aussi bien les voir sur fond noir que sur fond blanc. Après, dans l'impression, pour le résultat final, ce sera automatique. Vous pourrez aussi choisir une impression noir sur blanc. Alors voici j'essaye de... Ah, pardon, il y a un petit problème là. J'essaye de zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est une capture sur un même plan. Il s'agit d'un lieu de travail, des open space, avec du matériel de bureau, des sièges. Peu importe ce que l'on voit, mais voyez, vous avez à droite la formule en couleur, à gauche la formule noir sur blanc. Et vous voyez qu'on peut créer autant de calques que l'on veut. Il y a bien sûr le calque des murs, des piliers porteurs, des fenêtres, des portes, mais aussi des différents mobiliers comme les différentes étagères, des étagères hautes, des étagères basses, des sièges et des meubles en longueur et la photocopieuse et différentes choses, et même aussi des calques, le zoning. Alors, l'idée, c'est que vous ne lésignez pas en matière de calque. Quand on a l'habitude d'utiliser plusieurs calques, ça devient très confortable. C'est juste une habitude. Il faut bien penser à activer chacun de ces calques au moment où on les utilise. À chaque fois que l'on veut faire une modification également. Là, je vous présente donc à nouveau le dessin de plan qui a été fait par une de mes élèves et qui, je n'ai pas son nom là, je suis désolée, je ne vais pas vous le livrer comme ça. D'habitude, en général, je cite toujours lorsque je montre des dessins de qui il est. Là, je voulais vous montrer l'aspect d'un logiciel QCAD plus récent avec non plus des cadenas, mais enfin les cadenas sont à droite, l'œil est aussi sur la droite, mais vous avez la visibilité des couleurs par calque. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire une sorte de point focus sur tout ce qui est calque. C'est pour ça que c'est écrit tout en haut. Donc, je rappelle qu'après coup, lorsqu'on génère un calque ou après coup, on peut choisir la couleur de ligne. C'est dans une petite fenêtre qu'on appelle aussi boîte de dialogue. Ici, bleu, chiant. L'épaisseur des traits 0,25 pour l'instant, je ne les touche pas. Elles me paraissent satisfaisantes. Et donc, je pourrais revenir autant de fois que je voudrais sur, on va dire, sur l'appellation de mon calque, la couleur, l'épaisseur de trait. Bien sûr, on peut aussi régler la nature du trait, si l'on veut un trait continu ou si l'on veut, par exemple, des traits d'axe. Sachez que pour les traits d'axe, c'est souvent un petit peu compliqué parce que
Souvent, on ne les voit pas parce que c'est que l'échelle est trop grande. Il y a un réglage d'échelle qui est un petit peu barbare. Donc, il faut y aller en plusieurs fois par tâton. Ça pourra être l'objet d'une explication ultérieurement. Et voilà, donc je rajoute et ajuster les épaisseurs de ligne. Donc, je le rappelle, en général, on n'a pas à revenir réellement sur les épaisseurs de ligne. C'est quand même beaucoup sur les murs porteurs qu'il faut épaissir, ainsi que les murs des cloisons, c'est-à-dire les murs coupés. Je rappelle qu'un plan, c'est une coupe à plat, horizontale, en travers d'une maison, théoriquement sur une hauteur de 1 mètre de haut à partir du sol fini. Voilà. Cette hauteur de coupe permet de voir également les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres. Exceptionnellement, s'il y a ce qu'on appelle des fenêtres en imposte, c'est-à-dire très hautes, on les représente quand même si elles sont au-dessus de ce trait théorique de 1 mètre. Donc, on ajuste les épaisseurs de ligne. Je voulais préciser que sur votre interface de travail avec fond noir, vous ne verrez pas les épaisseurs de ligne. C'est au passage de l'aperçu avant impression que vous les verrez. Et en raison de cela, vous serez obligé des fois de faire plusieurs essais et allers-retours. Après, vous aurez l'habitude, cela ira mieux. Alors, élaborer les réglages. Vous avez l'étape 9, commencer son dessin en préparant les traits de construction. Commencer à dessiner son plan mur plus blanc et son élévation. Bon, là, petit bémol, ce n'est plus un mur, c'est bien un plan. C'est une pièce qu'au final on appelle chambre de 3 mètres. 4. Oh, pardon, 4. Alors, le dessin du banc, je vais quand même en parler. C'est celui qui est demandé dans les leçons au fil du cours. C'est un dessin qui est un peu simple. Il s'agit d'un mur. Donc, c'est des formes très simples et d'un banc qui est comme qui est un banc simple comme un mur bas. En fait. Voilà. Donc, en général, on prépare son dessin toujours comme ça. Je le rappelle, c'est un rappel. On commence son dessin toujours en préparant les traits de construction. Bien sûr, ça, on est déjà à l'étape 9, ça veut dire qu'au préalable, on a réglé, on a choisi ces unités. Tout ça est expliqué au début de ce live qui avait été fait dans un premier temps. Donc, bien sûr, on règle ces unités, on règle son fond de travail, on essaye avec des petits dessins simples, je le rappelle, on essaye sa cotation. Et une fois que tous ces réglages sont faits, qu'on a généré les plans, c'est vrai qu'on commence son dessin toujours en préparant les traits de construction ou en continuant ce qu'on a déjà un peu commencé. Et ensuite, on commence à dessiner son plan d'une pièce, 3 par 4 mètres. Et l'élévation n'est pas demandée là, donc ce serait éventuellement une coupe, on va l'enlever. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on commence de dessiner un plan, en fait, on ne fait que repasser sur les traits de construction, mais il faut bien prendre l'habitude de contourner les murs intérieurs. On contourne au bord d'une fenêtre, on revient à l'extérieur et ainsi de suite, pour avoir des formes fermées. Il y a la cotation qu'il faut terminer, continuer. Et puis, régulièrement, on retourne voir l'aperçu avant impression. On fait tous les réglages, on complète, on met les titres, et puis on termine. Alors, voilà ce que ça peut donner un plan d'architecte, par exemple, qui a été conçu avec un logiciel de dessin. Ce plan est aussi le plan
d'une élève hein, qui a été fait pour le devoir 9. Alors, on n'oublie pas de titrer son dessin et dans un petit cartouche, ou pas obligatoirement d'encadrer, on peut mettre simplement le nom du plan, l'échelle, l'unité, la date. Éventuellement, bien sûr, ça on devrait le voir quelque part, le nom de la personne. C'est important. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes complètement le propriétaire de vos dessins et il faut toujours qu'ils soient nommés. Si un jour vous faites travailler un dessinateur, vous marquerez aussi son nom. C'est important aussi pour savoir qui a fait les modifications d'un plan. Voici un plan un petit peu plus professionnel, on va dire. Bon, il s'agit voilà, de 2 niveaux, d'une maison contemporaine avec son élévation. Et ici, vous avez un cartouche qui est à part. Souvent, ce genre de cartouche se met dans un coin d'un grand plan et on les plie en accordéon. Et cela permet d'avoir, comment dire, un plan une fois replié qui a une présentation avec tous les renseignements nécessaires. Donc, ce n'est pas tout de dessiner, mais il faut mettre en page, il faut aussi titrer, il faut nommer, il faut bien ne pas oublier cet aspect-là. Bon, ça va venir petit à petit, vous serez amené à le faire. Alors, rappel aussi, là on est sur le point de terminer, hein, c'était la partie qui manquait, donc c'est assez court. Petit rappel, c'est qu'au niveau des recherches d'idées et les tracés de plans avec QCAD et autres logiciels de dessin, les recherches d'idées doivent rester soit à la main, soit avec une tablette graphique, parce qu'elle tient du griffonnage et du gribouillage, bien entendu, entre guillemets, propre, fait avec goût et un effet même avec des couleurs, avec des feutres, mais il y a un côté de dessin spontané qui se font très rapidement, qui se font dans ce qu'on appelle aussi des rushs, c'est-à-dire c'est jeté comme ça très rapidement. Et bien sûr qu'on ne recherche pas ces idées lorsqu'on est derrière son logiciel, qui, lui, est plutôt un travail de mise au propre, pour copier. Encore, vous pourrez le faire avec des choses très simples, des plans très simples, mais voilà, des aménagements pour de la décoration, pour c'est bien quand même d'avoir une réflexion intellectuelle qui soit faite crayon à la main sur un carnet ou une tablette graphique pour noter ses idées, pour faire des petits gris-gris. Et une fois que tout ça est en place, eh bien, vous utilisez vos logiciels. Quand on est avec SketchUp, qui est un logiciel de modélisation, encore là, on peut imaginer déjà un petit peu plus concevoir au fur et à mesure. Ça, c'est comme si on était en train de placer différents meubles, décorations, accessoires, tapis, et on peut les changer au gré de ce que cela rend. C'est un petit peu plus concevable, mais pour le plan 2D avec QCAD, on ne conçoit pas de plan. C'est une mise au propre pour des dessins techniques qui souvent vont être utilisés au moment de la réalisation ou pour faire approuver le client un plan et une organisation. Je vais vous dire au revoir. Mes félicitations pour le très beau travail que vous me faites déjà. Restez motivés, continuez comme ça.